Salut à tous, aujourd'hui on va parler de défiscalisation à la plage et puis dans mon bureau. La défiscalisation c'est quelque chose d'assez important parce que nous en tant que classe moyenne, on fait partie des cibles privilégiées du système parce qu'il y a quelque chose à presser dans le citron et en même temps le citron peut difficilement partir à l'étranger pour se mettre à l'abri de la voracité du système. Heureusement, le système français a mis en place des soupapes de sécurité pour qu'on puisse quand même un peu respirer. Et je vais vous expliquer deux grands types de défiscalisation. Dans quel type se rangent les principales niches fiscales auxquelles on a accès facilement, nous, en tant que classe moyenne. Mais juste avant de vous montrer ça, je vous rappelle que je publie tous les jeudis la newsletter du jeudi sur l'actualité orthophonique. Avec ça, vous êtes sûr de rien rater. Et je vous mets le lien dans la description pour vous abonner juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc voilà au cabinet. Et donc, on va examiner les deux types de défiscalisation. Donc moi j'ai classé ça en deux grandes catégories. C'est la catégorie de gauche, c'est l'impôt sur le revenu qui baisse. C'est ce à quoi on pense le plus quand on parle de défiscalisation évidemment. Mais vous avez aussi l'impôt sur le revenu qui n'augmente pas. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par là? L'impôt sur le revenu qui baisse, c'est bien intuitif. C'est que, par exemple, si vous aviez 5 000 € d'impôt, vous avez votre défiscalisation qui vous le fait descendre, par exemple, à 3 000 €. Voire même à 0, hein, c'est faisable. Et l'impôt sur le revenu qui n'augmente pas, vous étiez à 5 000, mais vous avez fait un placement qui aurait dû, théoriquement, vous l'amener à 6 000. Non, vous restez à 5 000 ou moins de 6 000 en tout cas. 5 000, 5 200. Votre impôt sur le revenu n'augmente pas. Donc c'est ces deux types de défiscalisation. On ne pense pas souvent à la partie de droite, mais en fait, finalement, beaucoup de gens ont de la défiscalisation dans la partie de droite. Je vais vous expliquer pourquoi. J'efface ça et je refais mes deux colonnes. Donc on va séparer. On va faire donc impôt sur le revenu qui baisse. Et puis là, impôt sur le revenu qui n'augmente pas. Voilà. Et alors, pourquoi je vous dis que la partie de droite est celle qui finalement est assez souvent utilisée? C'est parce que là-dedans, vous avez le livret A, dont le taux devrait a priori augmenter l'hiver prochain, l'hiver 2022. Mais pour l'instant, le livret A, il est à 0,5, c'est-à-dire même pas l'inflation, mais c'est 0,5 complètement exonéré. Normalement, à la base, 0,5 c'est un revenu, les intérêts c'est un petit revenu, mais c'est un revenu sur lequel vous devriez payer de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Non, sur le livret A, vous avez une défiscalisation totale, donc c'est la première niche avec laquelle on est parfois, puisque moi, mon livret A, je l'ai eu à la maternité, et donc c'est complètement défiscalisé depuis toujours. Et puis l'autre grand placement connu et très utilisé par les Français dans cette partie de droite, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, vous avez des prélèvements sociaux, mais vous avez l'impôt sur le revenu qui augmente peu. Oui, on va mettre peu. Pas ou peu. Puisque les intérêts de vos placements en assurance vie sont très peu fiscalisés au bout de 8 ans. Donc, je ne rentre pas dans tous les détails de tout ça, hein, évidemment. Hein. J'ai déjà fait la formation sur la défiscalisation pour tous les détails. Il y en avait pour plus de 3 heures. Donc, je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures aujourd'hui. Mais sur le principe, le livret A et l'assurance vie sont bien des niches fiscales, puisque vous n'êtes pas fiscalisé comme vous devriez l'être sur les intérêts. Alors évidemment, une fois qu'on a le livret A, on a aussi le livret LDDS, développement durable et solidaire, je crois. Une belle appellation marketing comme on les aime à l'heure actuelle. Et puis vous avez aussi, moins connu, le PEA, le plan d'épargne en action, où vous payez des prélèvements sociaux, mais vous avez une défiscalisation sur vos dividendes et vos plus-values d'actions sur des actions européennes dans le PEA. C'est quand on veut aller vers la bourse en achetant telle ou telle action, le PEA est vraiment une niche fiscale à utiliser. Et vous avez évidemment le PEA tout court, mais aussi le PEA PME.
où vous avez la même fiscalité, mais avec un plafond 2 fois plus bas. Là, vous avez jusqu'à 150 000 euros que vous pouvez mettre dans la bourse en actions européennes, qui sont donc défiscalisées. Votre impôt n'augmentera pas, même si vous faites des super gains sur vos actions. Et puis, une dernière catégorie de défiscalisation qui ne fait pas augmenter l'impôt sur le revenu, vous avez l'immobilier en microfoncier. Le régime microfoncier, qui est un peu l'équivalent du régime micro-BNC pour les travailleurs indépendants en bénéfices non commerciaux. Et puis, vous avez aussi le meublé, l'immobilier meublé. Ça, c'était l'immobilier nu en microfoncier. Mais vous avez aussi le meublé en micro-BIC. Où là, vous avez, c'est pas que ça augmente pas, là, c'est que ça augmente peu. Donc, les gains sont moins imposés que ce qui devrait l'être grâce à ces deux niches fiscales immobilières là. Voilà, on n'y pense pas très souvent, mais c'est de la défiscalisation quand même. Alors évidemment, beaucoup plus puissant, la partie de gauche, hein, vous avez ici une chose dont on entend beaucoup parler depuis 2019, c'est le PER. Là-dessus aussi, j'ai fait une formation, la formation sur le guide du PER, qui est en train de remplacer le Madelin Retraite et le PERP. Donc le plan épargne retraite, lui, abaisse vos impôts, c'est une défiscalisation, mais attention à la sortie, au moment de la retraite, si vous êtes dans la même tranche d'imposition, bah, vous aurez fait un coup d'épée dans l'eau puisque vous serez à nouveau fiscalisé sur la sortie. Il y a évidemment tout un tas de choses pour nuancer ça. Je ne rentre pas non plus dans les détails, puisque là, j'ai une liste à vous donner, et c'est le principe lui-même des deux défiscalisations que je vais vous expliquer. Mais en tout cas, ici, dans le PER, si vous mettez de l'argent dans votre PER, votre impôt de l'an prochain va baisser. Ce n'est pas qu'il va moins augmenter que prévu, ce qui est le cas de l'assurance vie. Non, dans le PER, vous allez faire baisser votre imposition de l'an prochain. Vous avez ensuite les FCPI, les FIP, les Sofica, c'est le cinéma ça. Vous avez les groupements fonciers viticoles et les groupements fonciers forestiers. Vous avez le Girardin industriel. Le Girardin industriel. Et puis vous avez aussi la niche IR-PME. Qui s'appelait avant niche Madelin. Pas le même Madelin que celui qu'on connaît, hein, mais de l'investissement dans les PME. Les FCPI, c'est de l'investissement dans l'innovation. Les FIP, c'est de l'investissement dans des sociétés locales. Les Sofica, le cinéma. GFV, les groupements fonciers viticoles, les forêts. Le Girardin industriel, c'est sur l'outre-mer. Et l'IR-PME, c'est donc évidemment dans les PME. Ça, c'est des moyens de faire baisser votre impôt sur le revenu en investissant dans les entreprises, dans l'économie en fait. Et puis, autre grand type, bah, toutes les niches immobilières. Ici, vous avez le déficit foncier. Vous faites des travaux dans un bien immobilier, des travaux qui vous coûtent plus cher que ce que les loyers vous rapportent. Vous êtes en déficit foncier, vous baissez votre impôt sur le revenu de l'année prochaine. Après, vous avez la fameuse loi Pinel et aussi le Denormandie, qui sont assez similaires. Le Denormandie, c'est beaucoup plus récent, mais c'est le même principe que le Pinel sur le fonctionnement de cette défiscalisation. Vous avez le Bouvard-Sancy, ça c'est sur le meublé avec résidence de service. Vous avez la loi Malraux. Ça, c'est des immeubles à rénover en centre-ville. Et puis, vous avez les monuments historiques. Alors ça, c'est plus pour les hauts revenus. Ça, ce sont donc les niches fiscales immobilières qui font baisser l'impôt sur le revenu. Mais vous avez vu, il y en a de l'autre côté aussi, de l'immobilier. Donc, au moment où vous voulez défiscaliser, regardez bien ce qui correspond à votre situation. Immobilier. Regardez bien à ce qui correspond à votre situation, parce que au niveau patrimonial, vous pouvez avoir intérêt à tel ou tel type de défiscalisation, et la défiscalisation en elle-même ne doit pas être l'alpha et l'oméga de votre réflexion, évidemment. Il y a une stratégie patrimoniale à mettre dedans en premier.
Après, vous avez, dernière partie, vous avez les dons aux associations et aux partis politiques. Vous avez les emplois à domicile. Et puis, vous avez la garde d'enfants. Ça, ce sont des niches fiscales qui concernent les dépenses perso. Voilà, les grandes catégories. Hein. Je vous ai dit, je ne vais pas vous balayer la liste des 500 niches fiscales, mais les grands dispositifs de défiscalisation français sont là, sachant que les deux les plus utilisés sont là. Ils ne sont pas super puissants, ceux-là, puisqu'ils ne font pas baisser l'impôt. Celui-là est intéressant si on gère bien la sortie. Les autres, évidemment, c'est de l'argent avec une prise de risque, ou de l'argent, les dépenses perso, c'est quand même de l'argent que vous dépensez, c'est pas un investissement ça. Tout ça est de l'investissement, vous avez donc une dépense au total quand même, et tout ça, ce sont des dispositifs, toute cette partie-là, des dispositifs qui intéressent l'État, puisqu'évidemment, par exemple, les monuments historiques, ça lui évite, lui, de les entretenir, ou de faire des subventions aux gens qui les possèdent, et donc ça l'intéresse de participer sous forme de défiscalisation, mais donc la participation est la carotte qui vous fait aller vers ces placements-là. Par exemple, si je prends l'exemple des FCPI, FCPI c'est innovation, hein. Est-ce que vous iriez vous-même mettre de l'argent dans des startups, sachant le risque qu'elles ont de capoter avant d'être rentables? L'État vous incite à le faire en vous donnant une réduction d'impôt significative. Mais au total, vous y mettez quand même pas mal d'argent à vous. Donc l'État flèche votre argent grâce à sa pression fiscale. Voilà pour les deux grands types de défiscalisation. Surtout, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas immoral, hein. Les niches fiscales ont été instaurées par l'État lui-même pour flécher notre épargne vers des domaines qui l'intéressent. Donc si c'était immoral, il n'en ferait pas des niches fiscales. Ce n'est pas qu'une question de lobby ou de grand capital, c'est une question de respiration et de fléchage de l'impôt. L'État utilise l'impôt comme moyen de flécher notre argent vers ce qui l'intéresse lui-même et là où il n'irait pas investir tout seul. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.